Bah, là, on est en route pour l'émission. Hein, l'émission démarre dans 15 minutes. On est encore au niveau des 2 plateaux dans les embouteillages. Hein, bah, voilà quoi. On espère que tout va bien se passer. Mais c'est sûr qu'on sera en retard. Ça, je suis sûr au moins. Et j'en suis pas fier. Parce que le leadership, c'est aussi la ponctualité. Comme quelqu'un l'a dit, Aimé Césaire, si je ne me trompe pas, le respect des rois, c'est la ponctualité. Donc voilà. Je suis avec toute l'équipe. Armel Koulibaly qui tient la caméra. Responsable de production. Il y a Famaria qui est derrière. Son collaborateur direct. Tu as aussi... Is it too late now to say sorry? Allô? Allô, oui, monsieur Bessa? Oui. Bon, on est à 15 minutes de l'émission. Mais je sors encore des 2 plateaux, j'ai des petits bouchons là. J'espère que tu pourras me faire une doléance de me permettre un léger retard, peut-être de 5 à 10 minutes. Non, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Il ne faut pas que les spectateurs aussi soient découragés. Hein? Merci. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, au moins on a un animateur compréhensif. Hein? Ça se voit qu'il vit à Abidjan. J'ai décollé 45 minutes avant l'émission pour être à l'heure, mais là, les intempéries routières ne sont pas de mise. On est encore bien. En 10 minutes, on a parcouru à peine 2 km. Bon, on espère que ça va bouger plus. Hein. Et l'émission démarre dans 9 minutes et c'est maintenant qu'on atteint l'autoroute du Nord. Ben, c'est bon, on espère que ça va aller. De faire une émission publique ou un truc en direct, il y a une espèce de pression, une espèce de stress qui nous monte à la gorge là. Hein. Ceux qui connaissent savent un peu de quoi je parle. Et généralement, chacun a sa petite manière de déstresser ou de faire baisser la pression. Bon, nous, dans notre cas, on aime bien chanter, danser, voilà. Ça permet de casser un peu la pression. Parce qu'après, si tu fais pas attention, tu arrives en direct avec le micro et tu te retrouves en train de tituber, tu cherches les mots, tu vas employer une syllabe avant l'autre. Après, bon, voilà, ça panique. Ah ouais. No way, on est bloqué. Voilà, encore, j'espère, je sais pas ce qu'il y a encore devant. On vient de dépasser un accident, un bouchon, un gros camion en panne sur l'autoroute. Donc l'autoroute du Nord qui accepte une vitesse minimum, je pense, de 70 à 110 km. On est bloqué à 0 km. Voilà. Bienvenue à la radio Amitié. Vous devez mettre l'ascenseur ici. Non, un ascenseur. Je voudrais rendre ce seulement hommage à Miss Asita Keita Fofana. C'est la femme du boss. Ok, on vous l'avait annoncé depuis une semaine. Samedi 9 janvier, émission 300 km à l'heure. Pourquoi? Aujourd'hui, nous recevons l'homme d'affaires le plus prolifique et le plus dynamique de sa génération. Il est jeune, beaucoup d'ambition et surtout humble. Je vais laisser le soin à l'invité de se présenter en 2 minutes. Toi qui tiens ta radio, mon ami qui est ta voiture, toi qui es dans le cadre de Baka, sois connecté parce que nous avons démarré, nous n'avons plus arrêté. Et monsieur Bessa, comment tu vas? Ça va super. Ok. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir à l'émission Systématique. Vous voyez, c'est la Paco Gang qui est là, le seul gang rempli de femmes. Il n'y a pas qu'à celui-là. C'est intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, toutes ces matins, 10h30. Ok. Donc, les auditeurs aimeraient vous connaître davantage. Donc, nous laissons 2 minutes pour vous présenter et on va passer la présentation. D'accord. Écoutez, vraiment, c'est d'abord, je salue tous les invités, tous les invités et surtout tous les auditeurs de l'émission. C'est un véritable plaisir, un véritable honneur pour nous de nous retrouver sur ces antennes des 100.1.
Et déjà, pour me présenter de manière non exhaustive, je pourrais dire que je m'appelle M. Fofana Amadou Mohamed, alias Selim, on m'appelle communément Fofana. Et après, je suis directeur général d'une entreprise de production audiovisuelle, en communication, Africa Black Label. Oui, leader africain de la production audiovisuelle. Maintenant, bon, si tu le dis, de secondement aussi, je suis président d'une ONG, JADA, Jeunesse Active au Développement de l'Afrique. C'est une ONG qui prône pour l'entrepreneuriat et la sensibilisation la sensibilisation à l'entrepreneuriat pour la jeunesse africaine. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Ok, donc Jalasso, je n'ai rien à dire pour le moment. Bien se présenter, on va aller étape par étape. Où M. Mohamed Fofana a commencé l'école à Abidjan. J'ai fait mes classes de cours élémentaires au CSP Cocody. Ensuite, je pense que j'ai fait tout mon primaire au CSP Cocody. J'ai fait mon collège à André Malraux. Ensuite, j'ai fait mon lycée à lycée Garçon de Bergerville. Et puis voilà, après j'ai bien fait des études universitaires. À l'UA, si tu veux ça. Oui, j'ai fait une partie de mon cycle universitaire à l'UA. Parce que j'ai insisté sur l'UA parce que vous avez marqué l'université. On a fait des enquêtes. Voilà, vous êtes une personnalité là-bas. Et vous êtes un modèle là pour les jeunes là-bas. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est eux qui sont un modèle pour moi. Parce qu'à chaque fois que je vois ces jeunes dynamiques-là, je n'arrête pas de redoubler d'ambition, mais surtout de fierté. Pour cette jeunesse africaine, surtout ivoirienne, qui a décidé de se mettre au boulot et de casser les barrières afin de pouvoir s'exprimer au-delà des frontières. Ça fait vraiment plaisir. Félicitations à l'État. Ok, donc on annonce l'arrivée du Golden Country Option. L'homme le plus atypique de Côte d'Ivoire. Et qui est mon meilleur ami. Oui, non, ça il faut le dire. C'est le meilleur ami de meilleur ami. Du coup, parce que c'est ça. Ok, mais il y a une à côté là, tu vois le nom? Si, pourquoi pas. Ils sont venus ensemble. Par contre, le parcours scolaire, on rentre dans le parcours entrepreneurial. Très bien. Le parcours entrepreneurial, contrairement au parcours scolaire, il a débuté très tôt. Et j'ai démarré mon parcours entrepreneurial à l'âge de 16 ans. Déjà par la matérialisation des ambitions que j'avais, c'est-à-dire commencer à faire des espèces de prestations de services, bien qu'elles soient encore dans le milieu informel à cette époque-là. Mais déjà on démarre, on commence à faire des affiches, des flyers, on commence à faire des montages vidéo, pêle-mêle. Déjà on commence à exprimer la passion qui regorge dans notre esprit. Et par la suite, ça donne ce que ça donne, quoi. Oui, ok. C'est bien sûr. Alors, monsieur Fofana, il faut dire que vous avez une histoire un peu particulière. Vous avez fait des études, c'est vrai, pas tant brillant que ça, mais il faut dire que ça n'a pas été facile, mais vous y êtes arrivé. Mais il faut dire qu'après ces études-là, vous n'avez pas jamais fait le CV, vous n'en avez jamais déposé dans une entreprise. Alors là, c'est hallucinant parce que malgré ça, aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise et si vous me le permettez, avec un âge vraiment déraisonné selon moi. Et donc, c'est tellement hallucinant que moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez été poussé? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes derrière qui vous ont accompagné? Parce que, faut dire, c'est pas facile. C'est pas facile de finir les études et à 20 ans, 23 ans déjà, d'avoir une entreprise et de vivre de cette entreprise-là. Alors, c'est quoi votre petit secret? On a envie de savoir. Déjà, je te remercie pour la question très pertinente. Est-ce que j'ai été pistonné? Est-ce que j'ai été pistonné? La question, je te dirais oui. J'ai été pistonné par ma motivation. J'ai été pistonné par ma détermination. J'ai été pistonné par mon abnégation. J'ai été pistonné par ma rage de vaincre. Et j'ai été pistonné aussi par ma frustration. Parce que je voulais et j'ai toujours rêvé d'un Ivoirien nouveau. Et j'irais plus loin même d'un Africain nouveau. Et vous voyez, parce que depuis tout petit, on a eu la chance de regarder la télé, on voyait ce qu'on appelait le rêve américain. Mais ma première frustration est arrivée du fait que je disais, mais pourquoi certains ne voudraient pas vivre le rêve africain? Et pourquoi pas le rêve ivoirien? Alors, depuis ce jour, cette frustration nous a permis de réveiller en nous une passion qui, elle, à son tour, nous a permis de rentrer dans un dispositif dans lequel on s'inscrit afin de pouvoir apporter du changement. Deuxièmement, un autre volet de votre question, si j'ai bonne mémoire, il était question de... comment est-ce que vous en êtes arrivé? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Je suis arrivé là suite à des efforts.
Hein. Vous savez, dans la vie, on a pour habitude de dire le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Mais en fait, au-delà d'une expression, il faudrait que chacun fasse de ça un état d'âme. Parce que tomber, c'est une évidence certaine. Se relever, là, ça dépend maintenant de ta motivation personnelle. Et à ce niveau-là, il faudrait que chacun de nous déjà commence par croire en soi. Et ensuite, commence à en fait être conscient des valeurs intrinsèques qu'il a en lui. Et c'est très important. Troisièmement, encore, lorsque tu me parles le canalisateur qui nous a permis d'arriver jusque-là, il n'y en a pas deux, c'est Dieu. C'est clair. Voilà, il n'y en a pas deux, c'est Dieu. Hein, je vois sur une action visuelle ici, Dieu est ma force, mais c'est vrai, il n'a pas tort. Hein, mais au-delà même que Dieu soit ma force, je dirais moi personnellement que Dieu est ma conviction. Parce que je n'ai foi en rien si ce n'est qu'en lui. Et je suis sûr et certain que ce que je vis ou ce que j'ai aujourd'hui, ceci ne réside pas forcément d'une capacité intellectuelle ou physique que j'ai, non. Ceci réside d'une volonté divine. Et soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas, mais en vérité, tu ne peux que l'accepter. Et après, le tout, c'est d'arriver à s'accommoder à cette décision divine-là et de se mettre dans les conditions afin d'acquérir les biens que Dieu voudrait que vous acquériez. D'accord, alors là, c'est une très belle leçon à retenir pour tous nos jeunes. Alors, Africa Black Label, c'est quoi vos activités principales? Les activités d'Africa Black Label, c'est la production audiovisuelle, émissions télé, événementielles, les caméras, et j'en passe. Logistique, voilà. Ok, moi je voudrais poser une question. Africa Black Label, c'est une réforme, c'est dans le parcours du temps entrepreneurial que l'idée de créer Africa Black Label. Je voulais savoir. Le mot Africa Black Label est apparu dans le parcours entrepreneurial. Sinon, c'est un rêve d'enfant. Je suis désolé. Merci, je reviens à sa question. Lorsqu'elle me demandait, oh merde, ça me partit encore. Elle avait demandé un truc très intéressant. Sinon, Africa Black Label, effectivement, c'est à la base, bien sûr, c'est un rêve d'enfant. Merci. Je n'ai pas de CV, parce que je n'ai jamais eu besoin, déjà pour commencer. Et ensuite, je veux te dire que lorsqu'on a acquis, vous savez, dans la vie, un ami m'a dit une fois, il dit, Mohamed, tu as fait l'école des Blancs, mais tu es analphabète. Je dis, ça veut dire quoi ça? Je dis pourquoi? Il dit parce que tu n'as pas fait l'école de la vie. L'école de la vie, l'école occidentale, c'est deux choses différentes. Et après, on apprend tout ce que nous vivons au quotidien de l'école de la vie. Nous avons été condamnés à vivre l'école de la vie dès le moment où nous sommes entrés en vie. Mais en fait, nous ne tirons pas les leçons de l'école de la vie. L'école de la vie, c'est cette école-là qui nous permet non seulement de voir en nous les valeurs intrinsèques qui nous font, mais ensuite de voir aussi nos capacités intellectuelles que nous avons. Déjà, moi j'ai un diplôme de finance. Mon diplôme, c'est la finance option banque. Mais aujourd'hui, je n'exerce pas du tout dans le domaine de la finance. Vous voyez? Ok, je vais profiter de Bien ce sûr, que vous avez dit pour vous poser une petite question. Quand vous étiez au cycle secondaire, je veux dire dans les classes de 4e, 5e, c'était quoi votre rêve? C'était quoi mon rêve? Oui. C'est de vivre ce que je vis aujourd'hui. Vous avez toujours rêvé donc de faire ce que vous faites aujourd'hui. Mais pourquoi vouloir être déconcentré? En fait, c'est ça le problème. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Bien sûr. Si tu ne sais pas où tu veux aller, alors tu ne sais pas te mettre dans les conditions de ton voyage. Alors là, on retient que pour aller où on veut, il faut déjà avoir une claire vision dès le plus bas âge. Bien évidemment. Ah, c'est face à face. On est dans la dernière phase. On va parler de la JADA, qui est une ONG qui exerce dans le domaine du label Made in Africa. C'est ça? La JADA, en fait, c'est la JADA qui veut dire Jeunesse Active au Développement de l'Afrique. Okay. C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a pour mission première de sensibiliser les jeunes et de faire la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Oui. Parce que on peut bien être jeune, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on veut forcément rester dans le laxisme. Être jeune ne veut pas forcément dire être con, excusez-moi si vous me permettez l'expression. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a non seulement pas de repères, et encore, on n'a pas encore un point de jonction avec la vie active qui nous permet de pouvoir nous réaliser. On est jeune, on a des projets, on a des ambitions, mais comment les matérialiser? C'est pas forcément une question de financement. Le financement apparaît en dernière position, mais juste avant ça, il y a ce qu'on appelle l'organisation et le professionnalisme. Donc ce sont ces deux valeurs-là, en plus du financement, que la JADA essaie d'octroyer à ses membres, c'est-à-dire être jeune, actif au développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique a beaucoup de valeurs, il faut les promouvoir. La preuve, voilà, un animateur à la voix. Je ne te connaissais pas sous cette casquette-là, mais je suis vraiment émerveillé. Et je vois que ce studio, tout le monde est jeune. Je ne vois pas quelqu'un qui a plus de 30 ans ou 35 ans. Tout le monde est jeune ici. Vous voyez, en fait, quand tu vois tout le monde ici est jeune, le technicien, l'ingénieur de son, les caméramans, tout le monde. Et ça fait plaisir. Ça montre que la jeunesse a de la valeur. C'est juste qu'on a besoin d'un canal afin de pouvoir nous exprimer et nous réaliser. Ok, quand est-ce que la JADA a été créée?
La JADA a été créée officiellement il y a de cela 3 ans et nous comptons lancer nos activités véritablement en 2016. Déjà en commençant par une grande caravane de sensibilisation de la jeunesse dans les universités privées et publiques. Et ensuite organiser des séances et des séminaires de formation avec les différents gens qu'on aura sensibilisés, les former à l'entrepreneuriat, comment on entreprend. Et ensuite, on passera à la phase de financement des projets. En parlant de projets, quels sont vos projets les plus imminents? Au niveau de la JADA? Oui, au niveau de la JADA. Déjà, c'est de lancer la JADA officiellement. On va faire déjà, on fait la cérémonie de lancement officiel au Pullman dans la deuxième semaine du mois de février. Et après, on va faire maintenant la caravane de sensibilisation dans les universités privées. Après, on fait les séances de formation, les colloques de formation, séminaires de formation. Voilà. Et comment on fait pour adhérer à la JADA? Non, on peut être adhérent à la JADA. Être adhérent à la JADA, c'est qu'on n'est pas encore actif. Ça veut dire qu'on n'a pas encore une activité. Vous comprenez? Et donc là, on est adhérent, c'est-à-dire qu'on veut adhérer à la JADA. Donc là, maintenant, il faut suivre tout le parcours. C'est-à-dire d'abord, il faut se faire former, savoir monter un business plan, savoir gérer une entreprise, savoir se faire former à l'entrepreneuriat. Et lorsqu'on finit d'être formé à l'entrepreneuriat, la JADA sert de point de jonction entre les différentes personnes qu'elle a formées et les différents bailleurs de fonds ou les financiers privés. À ce moment-là, on finance un nouveau projet avec bien sûr des conditions. Et lorsque vous arrivez à vous réaliser, alors vous devenez actif. Donc là, vous êtes membre de la JADA. D'accord. Allez-y. Ok. Et il y a un montant à payer pour... ah non, surtout pas. C'est une action carrément sociale. Rien de la JADA n'est payant. Alors, on n'a rien du tout. À vouloir adhérer, suivre les séminaires, suivre la formation, tout est gratuit. Même bénéficier d'un financement, c'est absolument gratuit. Il y a donc des partenaires qui sont déjà là, qui attendent des personnes qui seront déjà formées afin de les soutenir dans leur projet. Bien sûr, parce que vous savez, lorsqu'on finance, ce que les gens ne savent pas peut-être, que les gens négligent, c'est que lorsqu'on finance un projet, ou lorsqu'on réalise un projet, le but premier de ce projet-là, au-delà même de la réalisation sociale, est d'apporter une rémunération financière. Et moi, je connais des milliers de gens qui ont de l'argent, qui veulent investir de l'argent, mais qui ne savent pas dans quoi investir l'argent. C'est ça, parce que les jeunes, ils ont des projets, mais ils n'ont pas d'argent. Et il y a des personnes qui ont cet argent-là. Et qui n'ont pas forcément les idées. Voilà, et au-delà même de cet aspect, si vous me permettez, commercial, il y a aussi un facteur qui est le facteur social. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'organismes internationaux, vous avez l'UNESCO, vous avez l'ONU, vous avez l'UNICEF, vous avez plein d'organismes internationaux qui décaissent des fonds afin de pouvoir aider les jeunes à se réaliser. Parce que même lorsque, dans mon dernier séjour en Suisse, j'ai rencontré une autorité locale qui disait « Mais nous, on veut empêcher les jeunes Ivoiriens ou les jeunes Africains de migrer vers la Suisse. Mais comment on va faire ?» Donc, il faut leur donner les conditions qu'ils pensent avoir en Suisse. Il faut leur donner ça à Abidjan. Vous comprenez? Il faut qu'ils aient déjà une petite voiture, il faut qu'ils aient une petite maison, il faut qu'ils aient une petite famille. Mais tout ça à travers un emploi ou à travers une activité. Donc, eux, à leur tour, qu'est-ce qu'ils font au niveau du service de l'immigration suisse? Ils ont des fonds. Ils ont des fonds qu'ils veulent allouer à l'Afrique ou aux Africains afin de pouvoir améliorer leurs conditions de vie en Afrique. Mais on va donner ça à qui? Pas à chaque Africain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les Africains se mettent en ce qu'on appelle en catégorie, en groupe. Lorsque les Africains se mettent en ONG ou en groupe, par exemple, si la JADA va voir par exemple un organisme international disant que moi j'ai peut-être 50 000 jeunes Ivoiriens avec moi qui veulent travailler et qui disent non à l'immigration, financer leur projet, c'est tout bénéfique pour eux. C'est clair. Alors dites-nous, c'est quand? Rappelez-nous le jour du lancement officiel. Il y a une campagne de communication qui se prépare là-dessus, mais ça sera dans la deuxième semaine, dans les 2 premières semaines du mois de février, au Pullman, à l'hôtel Pullman. Et pour toutes ces personnes qui voudraient participer, y aurait-il un contact 22 00 19 16, voilà, tout simplement. 22 00 19 16. 19 16. Voilà. C'est ouvert à tout genre, à tout le monde, et sans vraiment restriction d'âge ou quoi que ce soit. Il faut juste être jeune et vouloir vraiment être actif au développement de la prochaine. Ça va être ça. Vas-y. Ok, alors voilà ainsi détailler un peu les activités de la JADA. Nous allons passer maintenant à un autre volet. En fait, depuis, j'attends des questions pièges, mais je vois qu'il n'y a rien. Ça vient. Mais ça vient quand? On a quelques minutes de la fin de l'émission, mais j'attends des questions pertinentes. Tu avais bien commencé, mais là, on voudrait savoir. On va rentrer maintenant un peu dans votre vie personnelle, parce qu'on voudrait savoir maintenant qui vous êtes, vous, en dehors de tout ce que vous faites. Ok, moi je vais poser une question à l'invité. Africa Black Label, c'est bien beau. JADA, c'est bien beau. Sincèrement, on est dans ce studio. Beaucoup disent en ville que tu es porteur. On va dire la vérité. Beaucoup disent en ville que tu es porteur. D'autres disent que ton soutien, c'est à la présidence que tu dis les fonds pour pouvoir ça, gérer tes 2 entreprises. D'autres disent aussi que tu as utilisé le statut
de ton père et de ton géniteur pour te faire aussi un nom dans la société. Dis-nous la vérité. C'est vrai, tu as des idées, tu as des ambitions, tu as une vision, tu as envie de mettre l'Afrique, c'est bien beau. Mohamed Fofana, d'où tu m'as dit, d'abord on dit que je suis brouteur, oui. Ensuite on dit que je tiens le fonds de la présidence. À la présidence. Et le 3, tu as utilisé l'influence de ton père, je bénéficie de l'influence de mon père pour te faire un marché et un nom. D'accord. Voilà. Donc comme tu veux qu'on parle plus, voilà. Déjà pour commencer, mon père c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Soit dit en passant, et le premier Africain à travers la NASA en 85. Oui. C'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est un père formidable pour moi. Mais mon père c'est quelqu'un de principe. Mon père nous a toujours dit son argent c'est pour lui, on n'a qu'à chercher pour nous. Oui. Je me rappelle encore, même qu'on ait de l'argent de poche, on connaissait même pas ce qu'on appelait l'argent de poche. Bien que mon père avait les moyens qu'il avait, on avait ses voitures, souvent les week-ends pour avoir de l'argent pour sortir au glacier, quoi que ce soit. Lorsque j'ai commencé mes activités, mon père voulait que je devienne docteur. Oui, alors, oui. Voilà. Donc, lorsque j'ai refusé ceci, mon père m'a dit, bon, ok, je suis le seul enfant de mon père qui n'a pas fait un doctorat ou qui n'a pas fait un bac plus 7. Non, je suis le seul. J'ai toujours voulu rentrer dans l'esprit entrepreneurial. Mon père est docteur, c'est-à-dire il a fait le bac plus 10. Donc pour lui, quiconque ne va pas dans ce sens-là n'est pas dans la vision de réussite qu'il veut pour son enfant. Alors d'abord, j'ai été même d'abord un défi pour moi-même, mais aussi pour mon père. Donc par là, tu peux comprendre qu'à bénéficier d'un soutien direct de mon père, le seul soutien dont j'ai bénéficié de mon père, c'était la crainte qu'il soit dessus de moi. C'est le seul soutien dont j'ai bénéficié de mon père, parce que je n'ai jamais voulu qu'il soit dessus de moi. Parce que ma mère a toujours cru en moi, mon père, il me regardait. C'est quelqu'un de très patient, quelqu'un de très observateur. Tu veux faire ça? Bon, vas-y, je te regarde et puis on verra où tu iras. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, dire que je bénéficie du nom de mon père, alors là, pas du tout. Beaucoup de gens ne savent pas que mon père est mon père. Toi, aujourd'hui, tu le dis, mais je suis sûr que dans cette salle-là, il n'y a pas 3 personnes qui savent qui est mon père. Donc, pour dire que je ne fais pas de ça quelque chose d'extraordinaire. Deuxièmement, je tiens au fond à la présidence. Non. Je ne me rappelle pas la dernière fois que la présidence m'a offert de l'argent pour dire, tiens, voilà, vas-y, va faire des activités. Non, je travaille. Je suis un fournisseur, je suis un prestataire de services. La présidence est une institution sérieuse, c'est l'institution représentative du gouvernement et des Ivoiriens. Donc lorsqu'ils font un appel d'offres sur des fournisseurs pour une opération, que ce soit une visite présidentielle, que ce soit pour une captation, une production audiovisuelle, ils font un appel d'offres. Chacun est libre de venir déposer ses documents. Et alors si nous déposons nos documents, que d'abord dans un premier temps, nous travaillons avec la présidence en tant que sous-traitants, c'est-à-dire d'autres ont le marché et eux maintenant ils viennent travailler avec nous. Sur le terrain, les activités, ils voient que, ah mais ceux-là ils sont bien, et après ils découvrent que c'est une entité privée qui n'a rien à voir avec l'entité à qui on a confié le marché. Et bien sûr, étant nouveau sur le marché, nous appliquons une politique de pénétration, c'est-à-dire que nous avons le rappel du coût de nos productions. Donc une opération qui est censée coûter 5 millions, nous pouvons la vendre à peut-être 1 ou 2 millions. Ça fait qu'automatiquement, ils disent quoi? Qualité de service, rappel du coût de production, pourquoi ne pas travailler avec eux? Et ils nous essaient sur 1 ou 2 opérations, ils sont satisfaits, ils peuvent nous passer des commandes quand ils veulent, comme à tout le monde. Vous comprenez? Si aujourd'hui la présidence, ou je ne sais pas, le chargé de communication de la présidence rentre dans ce bureau là et dit, bon, je vais passer les spots à Radio Amitié, ça ne veut pas dire que toi, Bessa, tu es allé le voir pour négocier avec lui quoi que ce soit. Non, il a vu la qualité du travail que tu as fait et c'est par là qu'il peut s'intéresser à toi. Donc ça, c'est le deuxième point. Et avoir du référencement à la présidence, excusez-moi, je ne suis pas la seule entité aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a du référencement à la présidence. Pas du tout. Il y a plein d'entités, il y a des imprimes, il y a beaucoup de gens qui ont des référencements à la présidence de Côte d'Ivoire. Même des structures étrangères. Troisièmement, si on dit je suis brouteur, ça je l'ai déjà entendu. Oui, parce que je vous à Mercedes. Oui, écoutez. Rapidement, 2 ans, 3 ans, l'époque où tu as évolué. Oui, mais écoute, tu vois, moi par contre, moi il y a 3 choses que j'aime beaucoup dans ma vie. J'aime les belles voitures, j'aime les belles maisons et j'aimais les belles femmes. Ça, c'est le côté question piège. Voilà. Il a dit, j'aime les belles femmes. Non, j'aimais. La femme, elle est très belle. Non, très belle. Voilà, c'est une étoile. Bien sûr, tu vois. Donc, après, quand tu vois, donc, moi, si j'ai de l'argent, que je veux me faire plaisir, je veux avoir une belle maison, ce que j'ai, par la grâce de Dieu. Je veux avoir une belle femme, ce que j'ai, par la grâce de Dieu. Et j'aime les belles voitures. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Si je achète, comme tu dis, les voitures que tu cites, etc. Mais après, il faut savoir que c'est le travail bien fait qui paye. Tu comprends? Et il faudrait qu'à travers ça, si les jeunes aujourd'hui me voient, il ne faudrait pas qu'ils voient en moi, on va dire, une chair à canon sur laquelle ils veulent tirer pour dire non, il est brouteur, il est ceci, il est cela. Non. Ce qu'ils doivent plutôt voir, c'est un jeune qui est parti de rien, qui s'est débrouillé pour essayer d'arriver quelque part. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. Il y a beaucoup de gens, les Fabrice Savoyen ou autres. On dit non, ces gars-là, ils ont fait des médicaments, ils ont fait ceci pour être cela. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je regarde, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'ai pu voir son histoire, les débuts de sa carrière. On a vu tous ici comment il a travaillé, il a risqué sa vie, risqué ses activités dans les campagnes présidentielles. Et aujourd'hui, pourquoi tu te plains si le gars il est milliardaire? Ce n'est que le fruit de ses efforts.
Donc voilà. Ok, une dernière question à l'invité et il va passer rapidement un petit message aux Ivoiriens et puis on va dans le lit d'or. Ok, vas-y. Alors, M. Fofana, à travers toute votre interview, nous avons vu que vous voulez promouvoir la jeunesse africaine, mais nous voyons que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes Africains qui pensent que l'avenir c'est à l'Occident, partir à l'Occident, chercher le travail. Il faisait la moitié des efforts qu'il fournit à l'Occident pour gagner son pain quotidien. Il faisait ça ici en Côte d'Ivoire. Croyez-moi, il s'en sortirait. Parce que le jeune Ivoirien que tu vois, il vient ici en week-end, en vacances, il fait le malin. Là. Quand il est à Paris, là, il a 3 emplois. C'est-à-dire qu'il se réveille à 7 h. Il va livrer à 5 h. Il va livrer les journaux jusqu'à 7 h. À 7 h, quand il finit ça, à 8 h, il va aller travailler au McDo jusqu'à midi. À midi, quand il finit, il va se reposer de midi à 16 h. À 18 h, il va être gardien de boîte de nuit jusqu'à 3 h pour dormir, pour se réveiller à 5 h. Donc, avec ça, pour pouvoir assurer son quotidien en Europe, tu comprends? Mais si avec tous ces efforts-là, il fournissait la moitié en Côte d'Ivoire, mais il aurait une situation viable. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose pour moi d'assez logique. Donc pour moi, qu'on reste le rouge. Moi, je n'ai jamais eu besoin d'aller vivre en Europe ou d'aller travailler en Europe ou d'aller vouloir me chercher en Europe. Ça ne m'intéresse même pas. Comme je dis souvent aux gens de l'ambassade, le visa, vous me le donnez pas, je m'en fous, gardez-le, j'en ai pas besoin. Au contraire, moi je vais dans votre pays pour le développer parce que je vais faire des achats là-bas. Je paye des taxes quand je suis sur le territoire français. Je paye un hôtel, je paye des impôts sur beaucoup de choses, sur des opérations que je fais là-bas. Donc, j'ai aucun intérêt à ce que. Au contraire, c'est eux qui ont un intérêt à ce que nous on parte là-bas parce que nous, c'est nous qui faisons leur économie. Mais tous ces efforts et ces sous que nous dissipons pour faire leur économie, pourquoi on ne fait pas la moitié même de ces efforts-là pour pouvoir développer l'Afrique et les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire? Donc c'était mon mot sur l'immigration. Hein. Ok, nous remercions M. Mohamed Fofana. Vraiment, c'est l'invité vraiment le plus dynamique. Parce que les 7 émissions pour qu'ils avant de terminer, je voudrais sincèrement remercier sa délégation, ses caméramans, ses photographes, son équipe de communication qui l'a accompagné. C'est le premier invité qui avait des caméras, avec des appareils photo pour mettre à féliciter. Je vous le dis et je vous redis, c'est l'homme d'affaires le plus prolifique, le plus dynamique de sa génération. Nous avons été heureux de recevoir M. Mohamed Fofana et l'équipe d'Africa Label. Il est 16 h à mon horloge. Ainsi va le monde. Il va s'en terminer. Allez, à samedi prochain.